Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet aussi complexe que fascinant, le trouble de l'attachement. Et on va explorer ensemble une approche de guérison vraiment innovante, celle de Niels Peter Rigard. Tout part d'une question. Une question qui est vraiment au cœur du problème. Mais pourquoi? Pourquoi certains enfants ont-ils autant de mal à tisser des liens? Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va d'abord définir ce trouble, puis on verra l'impact du traumatisme sur le cerveau. Ensuite, on explorera cette idée de thérapie par le milieu, comment ça marche en pratique, la philosophie derrière tout ça, et enfin le chemin difficile mais plein d'espoir que ça représente. D'accord, alors plongeons-y. Et pour commencer, il faut repartir du début. D'où vient en fait ce concept de trouble de l'attachement? Eh bien, l'une des premières prises de conscience, elle est assez tragique. Ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Des observateurs ont marqué un truc terrible dans les institutions. Des bébés, qui avaient tout ce qu'il fallait, un toit, de la nourriture, dépérissaient. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait le contact parental. C'est ce phénomène que le psychanalyste René Spitz a appelé l'hospitalisme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les comportements qui en découlent, ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des choix, ce sont les symptômes d'une insécurité abyssale. En gros, c'est l'absence d'un mode d'emploi interne pour la vie en société. Ça se manifeste par une incapacité à apprendre de ses erreurs, une tendance à toujours rejeter la faute sur les autres, et parfois, malheureusement, des intentions vraiment destructrices. D'accord, mais pour vraiment saisir la profondeur du problème, il faut en quelque sorte soulever le capot et regarder ce qui se passe dans le cerveau. Il faut s'imaginer que les toutes premières expériences de la vie, elles ne font pas que créer des souvenirs. Non, elles sculptent littéralement le cerveau. Et il y a une fenêtre critique, vraiment cruciale, entre 10 et 18 mois. C'est là que le lien entre le cerveau des émotions et le cerveau de la pensée se tisse grâce aux soins des parents. Du coup, quand ça se passe mal, le résultat, c'est que des systèmes cérébraux entiers sont sous-développés. Le système qui gère l'attention, un peu comme l'interrupteur général du cerveau, devient complètement instable. Le système limbique, le cœur de nos émotions, est endommagé. Et le cortex préfrontal, celui qui nous aide à planifier et à lier nos sentiments à nos actions, eh bien, il est comme déconnecté. Et les conséquences dans la vie de tous les jours, elles peuvent être absolument terribles. C'est le cas de ce garçon de 12 ans, Jean, dont les soignants décrivent une incapacité totale à se contrôler, et pire, un plaisir, une joie à faire du mal aux autres. Alors là, on arrive à une question fondamentale. Si la thérapie classique, celle qui passe par la parole, s'appuie sur des parties du cerveau qui ne se sont jamais bien développées, comment on fait? C'est quoi l'alternative? C'est là que Niels Peter Rigard propose une idée assez radicale. On change complètement de perspective. D'un côté, on a la psychothérapie classique, qui part du principe que la personne a en elle l'envie de changer. De l'autre, on a la thérapie du milieu, qui part d'un postulat totalement différent. L'enfant, c'est son environnement. Le problème n'est pas juste en lui, il est tout autour. Dans cette approche, le vrai thérapeute, ce n'est pas une personne. C'est l'environnement lui-même. La personnalité de l'enfant, en quelque sorte, c'est la pièce où il vit, la routine qu'il suit, jour et nuit. L'objectif est donc de créer un monde extérieur simple, stable et ultra prévisible pour venir compenser le chaos qui règne à l'intérieur. Ok, mais alors en pratique, ça donne quoi? Voyons à quoi ça ressemble concrètement selon l'âge de l'enfant. Prenons le cas d'Anne, 2 ans, sauvée d'une situation de négligence extrême. Pour elle, la thérapie, c'est une sorte de retour en arrière. On lui offre les soins intensifs, les routines, les stimulations sensorielles qu'un bébé aurait dû recevoir. On reconstruit tout, depuis la base. Et son rétablissement a été spectaculaire. La preuve qu'un environnement peut être un remède puissant. Pour aller plus grand, à l'école, la salle de classe devient un véritable rituel. Imaginez la scène. Le monde commence quand l'adulte arrive. Il s'arrête net quand il part. Chaque objet dans la pièce est nommé, sa fonction est expliquée, la routine est immuable, zéro surprise. L'adulte devient le seul point fixe, le centre prévisible de leur univers. Et toute cette structure, elle n'est pas là par hasard. Elle a un but bien précis. Retirer à l'enfant les fardeaux psychologiques qu'il est absolument incapable de porter. Le premier poids qu'on enlève, c'est celui du choix. Quand on est en mode survie permanente, la moindre décision est une source d'angoisse. Alors l'adulte ne demande pas, il dirige. Avec calme et assurance, il prend la responsabilité de toutes les décisions raisonnables. Deuxième fardeau, le changement. La spontanéité, c'est l'ennemi juré de la sécurité pour ces enfants. Il faut donc que l'environnement soit d'une constance absolue. La journée devient une succession de petits rituels immuables, les mêmes gestes, à la même heure, de la même façon, tous les jours, pour créer enfin un monde prévisible. Et enfin, le troisième fardeau, et c'est peut-être le plus puissant de tous, le blâme. Quand quelque chose tourne mal, c'est simple, c'est toujours la faute de l'adulte. Toujours. Mes instructions n'étaient pas claires, je n'étais pas là pour t'aider, on protège l'enfant du poids écrasant de l'échec en endossant toute la responsabilité.
Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en se concentrant autant sur l'enfant, on découvre l'immense poids que cette approche fait peser sur les épaules des adultes. Parce qu'on ne parle pas ici d'une petite séance de thérapie par semaine, non. C'est un investissement de tous les instants, un contrôle quasi permanent de l'environnement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un marathon, et le risque d'épuisement pour les parents et les professionnels est colossal. Au final, le message est double. C'est un message de défi, immense, mais c'est aussi un message d'espoir. La guérison est possible, mais elle n'est pas simple. Elle demande de changer complètement de regard, de ne plus voir un comportement difficile comme un défaut moral, mais de le voir pour ce qu'il est, une réponse de survie à un début de vie tout simplement insupportable. Et ça nous laisse sur cette réflexion finale sur le pouvoir incroyable de notre environnement, à nous construire et peut-être aussi à nous réparer. Si un environnement a le pouvoir d'infliger la blessure, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi être le remède ?